Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Globule Radio sur le 90.5. On ne présente plus ici à Chamonix notre invité, enfant de la vallée, skieur professionnel de talent. Il devait courir pour la Candar cette année. Vous voyez sûrement de qui je parle, j'ai nommé Blaise Guisandaner. Bonjour Blaise. Bonjour. Comment ça va ? J'imagine que ça doit être difficile avec l'annulation des descentes. Ouais, un petit peu déçu. C'est sûr que c'était une date que j'avais cochée dans mon calendrier. Le Candar, pour moi, c'est une date importante parce qu'on n'a pas l'occasion déjà de courir en France, mais alors en plus de courir à la maison, c'est quelque chose de très spécial. Malheureusement, ça n'arrivera pas. Parce que tu as grandi aux Ouches. Ouais, j'ai mes parents j'ai grandi aux Ouches. Je suis pas né aux Ouches parce que c'est une chose qui ne se fait pas. Je suis né à Chamonix, mais j'ai grandi aux Ouches, pas très loin de la Verte des Ouches, ouais. Et alors, t'allais skier où quand t'étais plus petit ? Partout dans la vallée avec le club, mais beaucoup aux Ouches, ouais, globalement. C'est un peu cliché de dire ça, de dire que c'est sur la piste sur laquelle j'ai appris à skier, mais dans un sens, c'est plutôt vrai. Donc la Verte des Ouches, ouais. La Verte des Ouches, c'était vraiment c'était un retour aux sources, quoi. Exactement. Je connais tous les recoins de la piste. Donc t'étais prêt à cartonner, quoi. Ouais, j'avais déjà couru là-bas en 2016, la dernière édition, et j'étais prêt là, donc avec 8 ans de plus, donc j'étais pas la même personne, donc j'avais hâte de courir ici, malheureusement, non. Surtout que t'as fait plutôt des bons résultats à la dernière course, le Kitzbühel. Pardon. On voit que je suis pas une grande. À Kitzbühel, ouais. La Kitzbühel, exactement. Ouais. Où t'es arrivé. En fait, t'as remonté à la fin sur le fin de course. J'ai écouté les commentaires, ils en revenaient pas et tout. Ouais, j'ai eu la personne devant moi a chuté, donc vu que on est deux coureurs en piste sur l'intervalle de départ, ils ont dû m'arrêter parce que pour des raisons de sécurité, je pouvais pas passer en même temps qu'il y avait un gars couché devant. Du coup, drapeau jaune et j'ai été remonté au départ et j'ai dû refaire une deuxième procédure de course en fait. Et souvent, moi c'était là, je crois que la première fois que ça m'arrivait en course et souvent c'est assez dur à gérer parce que c'est beaucoup d'émotions et de nervosité qui partent d'un coup dans la piste et surtout à Kitzbühel où le départ est très très impressionnant. Et je suis remonté, je l'ai fait une deuxième fois et ça s'est bien passé donc j'étais très content. Ouais. Ouais, tant mieux. Oui, on doit. En fait, on donne tout à la préparation pour la première, on relâche tout une fois qu'on est dessus, et là on nous dit non, il faut recommencer. Finalement, il faut recommencer, ouais. Donc il faut se remobiliser. Ah ouais, ça doit être hyper stressant. Ouais, finalement, ça s'est plutôt bien passé. Je pense que sur le papier, dès que j'ai été arrêté, j'étais un peu on va dire surpris et je me suis dit comment ça va se passer. Puis finalement, je suis resté assez calme et ma tension nerveuse n'est pas trop redescendue. Du coup, j'étais prêt pour un deuxième run, en fait. Et tu te dis quoi, toi, juste avant dans les 10 premières secondes avant de commencer une course ? J'essaye de me rappeler mon schéma tactique que j'ai prévu dans ma descente. C'est beaucoup de décisions que je vais devoir prendre très instinctivement. Donc, j'essaye de me les rappeler, histoire que je ne sois pas surpris quand je vais arriver au point clé. Et puis surtout de respecter ma ligne de conduite et vraiment d'avoir les bonnes intentions de course et de ne pas se tromper de combat quand je descends. Ouais. Il y a beaucoup de sports maintenant où on fait de la préparation mentale aussi, justement, tu disais pour garder son sang-froid, par exemple, dans des cas comme tu as connu il y a 2 semaines, une semaine 2 semaines. Que tu as connu il y a 2 semaines en recommençant une deuxième fois la course. Toi, tu te prépares mentalement, tu as des entraînements, comment tu fais ? Certains athlètes, oui, moi non, j'ai pas de préparateur physique, c'est pas... Même si je pense qu'aujourd'hui c'est un aspect qui est très négligé dans le sport de haut niveau, c'est pas quelque chose sur lequel je travaille parce que en fait j'en ressens pas spécialement le besoin dans un sens. Je pense que mentalement je dis pas que je suis pas friable, mais j'arrive à gérer mes émotions et je pense que la course d'il y a 2 semaines le montre aussi dans un sens. Il y a certains gars qui ont plus besoin de travail, faut pas voir ça comme des lacunes, c'est juste des curseurs qu'on peut améliorer sur certains gars. Quand on cherche la performance optimale, on néglige aucun détail et ça en fait partie. Ouais. C'est ça, on doit s'améliorer sur tous les détails et pas tout le monde doit s'améliorer sur les mêmes choses. Exactement, ouais. Mm-hmm. Et j'imagine que là, ça doit être particulièrement difficile aussi, au niveau de la préparation des entraînements et aussi du mental, dans le sens où, par exemple, on l'a vu, les 2 descentes de la Candar, elles sont annulées. Donc, c'est des heures et des heures de préparation pour, au final, des annulations qui sont de plus en plus nombreuses en vue du réchauffement climatique. Il y a de moins en moins de neige. Comment tu vis tout ça ?
C'est des aléas du sport auxquels aujourd'hui nous on est préparé. Alors les annulations de course, c'est pas une première fois que ça arrive. Malheureusement, comme tu l'as dit, les annulations dues au manque de neige sont de plus en plus fréquentes. En général, c'est plus l'inverse. On annule les courses parce qu'il neige ou parce qu'il fait mauvais. Là, c'est une annulation qui était prévue entre guillemets parce que la neige elle est pas présente et elle allait pas être présente en vue des conditions et des prévisions. Donc on savait que pour organiser une descente, ça allait être très compliqué. Malheureusement, ça fait partie du jeu. C'est les aléas du sport, surtout du ski alpin, du sport d'extérieur. On contrôle pas la météo, on contrôle encore moins les conditions de neige, même si aujourd'hui on y arrive avec les enneigeurs artificiels. Mais ça reste quand même compliqué, ouais. Et ça te fait pas peur, toi, pour la suite? Ça t'angoisse pas un peu pour le futur Non, moi ça m'angoisse pas parce que je sais qu'à mon niveau, il y a tellement d'enjeux sportifs et financiers sur les courses de ski que tous les moyens seront mis en place pour que les courses aient lieu. Donc on arrive quand même à en annuler, mais à un autre niveau, si j'avais 15 ans de moins, oui, ça me stresserait, ouais. Aujourd'hui, moi, ma carrière, elle est déjà plus ou moins faite. Il me reste quelques années encore, mais pas autant que ce que j'ai déjà fait. Je pense qu'un jeune qui aujourd'hui a 16, 17, 18 ans, s'il espère faire encore 20 ans là-dedans, c'est honnêtement compliqué, je pense, dans un sens. Même si on ne sait pas de quoi est fait le futur, hein, mais on le voit de plus en plus et malheureusement, ça devient fréquent, les hivers doux. T'as l'impression qu'il y a Enfin, est-ce que tu le vois, par exemple, autour de toi? Est-ce qu'il y a de moins en moins de jeunes, peut-être, qui se lancent dans cette carrière? Alors, je pense pas qu'il y en ait moins, mais je suis sûr, en tout cas, je le sais, que c'est plus difficile qu'avant, dans un sens. Il y a l'accès aux infrastructures d'entraînement, aux conditions de neige. Nous les sportifs de haut niveau, les professionnels du ski alpin, je dois skier environ 200 jours par an, donc il faut l'été que j'aille skier à droite à gauche sur les glaciers. Et aujourd'hui, les glaciers, ils existent presque plus, on va dire, dans un sens. Moi, je les ai vus à ma petite échelle de 15-20 années de carrière. Il y a 20 ans, le ski d'été, c'était facile. Aujourd'hui, ça devient mission impossible et c'est la course pour faire 15 secondes de ski sur une piste qui en vaut tellement pas la peine et ça coûte tellement cher en plus maintenant. Donc c'est assez compliqué, ouais. Et t'aurais un conseil à leur donner? Non, alors là, malheureusement, je ne sais pas. J'ai pas envie de dire, je peux pas dire aux gens de pas y aller parce que ça vaut le coup. C'est un sport magnifique. Mais c'est sûr que je pense que le sport va évoluer, va changer. Et faut qu'on apprenne à en faire moins aussi, dans un sens, à devoir moins s'entraîner. Le problème qu'on a, nous, en France, c'est qu'on a accès à des infrastructures qui sont pas dans de bonnes conditions. Malheureusement, les glaciers fondent. Et dans autre sens, d'autres nations, leurs glaciers fondent un peu moins vite que les nôtres parce que bon, c'est comme ça, il y a des expositions différentes. Et du coup, ça crée des écarts d'accès à l'entraînement qui sont dingues. On se compare aux Suisses parce que c'est nos voisins, mais les Suisses, ils ont plus d'argent que nous, ils ont plus de neige que nous à certains endroits, et ça crée des différences de niveau chez les jeunes qui sont incroyables. Des inégalités au départ, en fait. Exactement, ouais. Exactement. Même si on a l'impression de faire partie d'un pays riche et de skieurs, je peux vous le dire que dans le ski alpin, la France, on n'est clairement pas dans les meilleures nations, en tout cas en termes d'accès au ski, de très haut niveau. On change un petit peu de sujet, on va reparler de la Kandar. C'est une course qui est plus vieille que toi. Est-ce que tu as assisté petite à des souvenirs de toi, spectateur? Oui, j'en ai. Après, moi j'ai souvenir quand on était petit au Club des Sports, ils nous emmenaient voir la course parce que ça fait partie du... Même quand on a 8, 10, 12 ans, ça fait partie du ski. Genre, on veut vous montrer les meilleurs skieurs du monde, ils sont là, on va les voir. Donc j'ai des souvenirs d'avoir vu des Hermann Maier sur la Verte des Ouges quand j'étais petit. C'était des skieurs, ils gagnaient toutes les courses de l'époque, donc inspirant. Je pourrais pas dire inspirant parce qu'à l'époque je me verrais jamais, j'aurais imaginé faire ça aussi à mon tour, mais de voir le haut niveau, de très haut niveau de près quand on est petit, c'est assez inspirant. Ouais. Et tu dis que jamais tu te serais imaginé faire ça à l'époque. C'est quand alors que tu as commencé à te dire en fait je veux faire ça? C'est difficile à dire parce que la vie d'un skieur et la carrière d'un skieur, elle passe par beaucoup de phases, différentes phases. J'ai pas tout le temps fait que de la descente, j'ai fait du slalom, du géant, j'ai touché à toutes les disciplines un peu comme tous les jeunes font qu'on est obligé. Et puis après, sur environ ma vingtaine, 21, 22, 23 ans, j'ai commencé à faire un petit peu plus de vitesse, de descente.
et peut-être d'étapes, franchir les étapes après, chacune les unes après les autres pour pouvoir éventuellement faire des Coupes du Monde et faire la Coupe du Monde de Chamonix. Ouais. Est-ce que dès le début, quand même, en skiant, tu te disais, mais j'ai envie que ça soit professionnel? Non, je pense pas. Je pense pas. Moi, j'avais pas le même, on va dire. C'est pas une question d'envie, mais j'avais pas la même hargne que certains jeunes ont à 15-16 ans où le ski est déjà très dur. C'est un sport assez dur quand on est jeune, quand on a 12, 13, 14 ans, parce on part très tôt de chez soi. On part faire des stages à l'autre bout de la Suisse, à l'autre bout du. Et on part loin de chez soi. Moi, après, je suis allé au lycée, où le lycée, j'avais pas cours l'hiver, mais j'avais cours tout l'été. Donc j'avais plus de vacances, depuis que j'ai 14 ans, j'ai plus de vacances l'été en fait. Et du coup, je me suis pas trop projeté dans l'aspect professionnel du sport. Il est venu un peu plus tard. Moi, dans ma génération d'âge de naissance, y a des gars qui ont perfé vachement plus vite que moi. Et de les voir perfer et moi rester un peu en arrière, ça m'a pas inquiété. Je me suis dit peut-être que ça fera, peut-être que ça fera pas. Et puis il a suffi d'une saison, un jour où j'ai eu des déclics et puis c'est parti. Tu avais l'air de rester assez confiant ou optimiste dans tous les cas, parce que en termes de, t'as l'air d'avoir du mental, parce que ça doit être quelque chose. On est toujours dans la performance quand même quand on fait du sport et du sport à haut niveau. On est toujours en train de se comparer aux autres. Toi, t'as l'air de dire que ça va, tu le gères et tu le vis plutôt bien. Ouais, la confrontation et la mise en confrontation directe avec d'autres personnes, c'est ça aussi le ski, parce que c'est un sport où on se bat contre le chronomètre, mais au final on est tous en train de se battre contre le chronomètre, donc on est tous adversaires dans un sens, et il y a un écrémage qui se fait très rapidement chez les jeunes, et on met la pression aux jeunes très vite pour qu'ils performent, parce que encore plus aujourd'hui, mais même déjà à l'époque c'était le cas, ça coûte cher, et on peut pas assumer 15 athlètes, alors on préfère réduire le groupe à 6, et sur les 6 il y en a 9 qui doivent partir. Et ça s'est souvent passé comme ça, et même encore, c'est encore le cas actuellement pour moi en Coupe du Monde. En Coupe du Monde, aujourd'hui, on peut être que 8 athlètes au départ d'une course, et il faut se battre pour faire partie des 8 athlètes. Il faut mériter sa place. Ouais. Et tu le vis comment, ça, de devoir se battre avec ses coéquipiers, entre guillemets, parce que j'imagine qu'il y a quand même vous vous soutenez quelque part. On apprend ensemble aussi. C'est pas... Je pense que ça reste relativement, c'est très sain, on va dire, la concurrence qu'on a entre nous, parce qu'au final, comme je l'ai dit, on se bat contre le chrono, et c'est mon chrono qui sera décisionnaire de tout ça. Après, c'est ce que mon collègue fera mieux que moi contre le chrono, peut-être pas, je ne sais pas, mais au final, la performance, elle dépend que de moi. Moi, j'aime bien dire que c'est un sport individuel qu'on pratique en équipe. Donc au final, ces gars, je vis 250 jours par an avec eux, donc c'est tous devenus mes copains, mes entraîneurs, j'ai toujours une relation aussi particulière avec eux. C'est des gens que, au final, on est quasiment obligé que ça se passe bien, parce que si ça se passe mal, les hivers sont longs. Et puis la concurrence est plutôt saine, et moi je le vis plutôt bien. Après, c'est comme ça, hein. Si on n'est pas performant, on peut s'en prendre qu'à soi-même. Et ça aide, j'imagine, à faire des performances aussi, d'avoir une bonne ambiance dans une équipe. L'entraide et la vie de groupe, c'est important. Ouais, on essaie de se tirer le plus vers le haut chacun. Et on le voit, hein, dès qu'il y en a qui performent un peu plus que les autres, et tout de suite, globalement, tout le monde va mieux. Et je pense que tout est lié dans un sens, ouais. Vos destins sont liés. J'espère pas, mais oui, un petit peu quand même. Est-ce que tu crois que grandir à Chamonix, ça t'a fait devenir un skieur ? Je pense pas, parce que aujourd'hui, Chamonix, Chamonix c'est une terre de montagne et de ski, ça c'est sûr. Après, moi je vois tous les autres gars justement avec qui je m'entraîne, ils viennent tous de stations, d'endroits, on a tous nos profils différents. Moi mon profil il est tel que moi je suis chamoniard, je suis né ici, j'ai grandi ici. Je pense que le chamoniard est très, très chauvin et très fier, et moi c'est ce que je suis très fier de vivre ici. C'est quand j'essaie de l'expliquer aux autres, ils comprennent pas trop pourquoi, dans un sens, pourquoi ces grosses montagnes juste au-dessus de vous, elles vous fascinent tant. Et moi j'ai toujours été comme ça, même si je suis pas un fils de montagnard ou quoi que ce soit. J'ai essayé de faire ma place dans cette petite grande vallée, et aujourd'hui je suis toujours fier de représenter Chamonix. Ouais. Et pourquoi elle t'impressionne autant, ces grandes montagnes? Pour moi, c'est les plus belles montagnes du monde, hein. J'en ai vu beaucoup des montagnes, hein. Et objectivement, c'est les plus belles montagnes du monde, hein. Je pense que la vallée, la chaîne du Mont Blanc, tout ça, c'est très inspirant. Ça donne, je pense, ça donne envie à tous les jeunes de faire du ski, de la montagne, voire plus. Donc, c'est aussi lié dans un sens, ouais. On a envie de les approcher.
On a envie de les tutoyer. On a envie de les tutoyer, Ouais. tout à fait. Non, C'est objectif. Hein. C'est vrai que quand tu te réveilles le matin et que tu ouvres les volets et que tu as la vue sur l'aiguille du midi, etc., c'est quand même assez incroyable. Ouais, c'est incroyable. On a de la chance. J'ai vu des beaux endroits. Hein. J'ai allé à Wengen, il y a l'Eiger, c'est une montagne mythique. On a vu des belles montagnes dans le Canada, en Allemagne, en Autriche. Mais c'est vrai que Chamonix, c'est particulier. Et c'est quoi ton coin préféré du coin ? De Chamonix ? Ouais. C'est dur à dire parce que Chamonix, le problème, oui et non, c'est que ça change beaucoup en fait. C'est qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. Moi, j'aime bien les restaurants, j'aime bien les bars, j'évite un peu quand même. Ça dépend des périodes, mais après, moi, on va dire que tous les coins de Cham me plaisent. J'aime quelques restaurants, j'adore aller à la patinoire de Chamonix, même si elle est un peu vétuste. Je pense que ça fait partie aussi du patrimoine chamonniard et le hockey sur glace, c'est aussi le sport principal de la vallée dans un sens. Et moi, j'adore ça, donc voilà. J'aime bien aller voir le hockey aussi. Tu suis, t'es un véritable supporter. Ouais, j'ai joué au hockey quand j'étais jeune. Je joue encore un petit peu maintenant à un niveau ridicule comparé à certains gars avec qui je jouais quand j'étais jeune, qui jouent dans l'équipe HM. Donc c'est aussi cool. Et je pense que le hockey chamonnière a quand même eu de belles années derrière lui et il y en aura d'autres devant aussi. On espère. On espère, ouais. Alors, dernière petite question, j'aime bien les petites questions bonus. Si t'étais pas skieur, tu penses que tu serais quoi ? Hockeyeur, du coup, peut-être ? Alors, si vraiment on part de ce que j'ai fait d'autre, j'ai fait du hockey, donc hockeyeur, pourquoi pas, hein. C'est sûr que le sport collectif, moi, ça me fascine parce que j'ai toujours été tout seul face au chrono, comme je l'ai dit, donc pouvoir me reposer sur quelqu'un d'autre, des fois, autre que moi, ça peut être sympa aussi. Moi, c'est un sport qui me fascine. Après, je sais pas. Si vraiment il y a une vie de sportif, parce que je me projette que en tant que sportif, hein, j'aurais bien aimé faire du golf, je pense. Moins de risques. Moins de risques et moins de froid aussi. Et plus de chaleur. On peut se prendre la balle. Ouais, non mais si c'est que ça, je suis pas sûr qu'à chaque départ il pense prendre une balle de golf dans la tête, alors que moi à chaque départ je risque autre chose qu'une balle de golf. Ouais. C'est quoi les plus gros risques ? Dans le ski alpin, c'est un sport, on va dire, à traumatologie très importante, parce qu'il y a beaucoup de vitesse, encore plus en descente, mais on a des skis qui font 2,20 m accrochés aux pieds, qui sont serrés avec des fixations qui ne sont pas faites pour des chaussées en fait. Et du coup, les risques sont importants pour les membres inférieurs, les croisés, tous ces trucs, ça va vite. Hein, on va pas faire de dessin, mais après, il y a eu des accidents tragiques aussi qui sont arrivés malheureusement. Et ça fait partie du ski alpin, c'est comme ça, on essaye au maximum d'éviter le risque zéro, mais le risque zéro n'existe pas, surtout dans ce genre de discipline. Du coup, avant de partir, tu penses à ça, toi ? Non. C'est vraiment la course, le parcours. Je pense qu'on a tous un peu peur dans un sens. On a toujours de l'appréhension quand on skie parce que on sait les risques qu'on prend. Après, quand on est conscient de ces risques, on les accepte. Et puis c'est ça qui fait qu'on peut prendre plus de risques justement, mais contrôler et aller chercher la limite et gagner des courses. Sans ça, dès qu'on n'a plus peur, on devient inconscient et c'est là qu'on fait n'importe quoi. Alors que quand on a peur, on continue de faire attention. Voilà. Et ça n'empêche pas l'adrénaline ? Ça n'empêche pas, non. Ça c'est sûr qu'en termes d'adrénaline, je pense que je ferai rien d'autre qui procure autant, je pense. Ouais. C'est quoi les sensations que tu ressens quand t'es sur la piste, mis à part le vent ? C'est difficile à décrire. Moi, je dis souvent que je suis un peu, pas en transe, mais des fois, quand j'arrive en bas des descentes, il me faut un peu de temps pour réaliser ce que je viens de faire et souvent, je m'en souviens pas tout de suite. Comme si mon cerveau était devenu en mode automatique et que c'est une autre personne que moi qui est descendue et qui a pris les décisions que j'avais prévu de prendre. Et puis j'arrive, je passe la ligne et soudain tout se reconnecte et je suis là, ok. Et j'ai du mal souvent il faut que je fasse les récaps vidéo après pour voir ce que j'ai fait, où j'ai pu faire des erreurs ou pas, et me rendre compte de la manche que j'ai produite, parce que des fois j'oublie. Ouais, t'es complètement mon cerveau ailleurs. il est tellement concentré et focus sur ce qu'il doit faire que il oublie de brancher la carte mémoire et il n'y a rien qui marche. Et il faut quelques secondes avant de réatterrir. C'est ça, exactement. Ça te l'a fait justement, il y a 2 semaines,
J'ai vu la vidéo, moi j'ai regardé les vidéos, et justement il y a un côté où tu regardes et t'as pas l'air d'être sûr de ce qui s'est passé. C'est aussi la particularité du sport, du ski, c'est que on peut faire une super performance comme une mauvaise, une fois si on voit pas le tableau d'affichage quand on passe la ligne, on en a aucune idée. En tout cas, on sait des fois quand on va vite, bien sûr, mais des fois on est surpris dans le bon sens et des fois on est surpris dans le mauvais sens. On se dit c'était bien, j'ai plutôt bien skié, je pense, et finalement non. C'est pour ça que quand on passe la ligne, le premier truc, c'est on cherche un peu du regard où est le tableau, parce que je sais pas où il est en général, et on cherche la place, quoi. On cherche le résultat, le temps, on a envie de savoir tout de suite. Ouais. Et ça se joue en plus, enfin tu peux pas savoir parce que ça se joue à rien, quoi. Entre vous, finalement, il y a très peu d'écart entre les coureurs. Ouais, ça se joue au centième près. Après, un centième, ça peut paraître rien, mais une demi-seconde, donc 50 centièmes, quand on ramène ça sur un skieur qui va à 120 km/h, et ça fait 50 mètres environ. Donc 50 mètres, c'est plus parlant et plus révélateur, mais c'est sûr que la moindre petite erreur coûte quelques centièmes à droite, à gauche, et au final, c'est ça qui fait la différence. Ouais. Je sais pas si je pose une dernière question ou pas. J'aimais bien quand tu disais un peu les sensations que tu avais pendant le ski, que quand tu reviens, il faut que tu te remettes en place, entre guillemets. Est-ce que physiquement, pendant la descente ou même après, je sais pas, tu as des sensations, tu trembles, le cœur qui bat vite ou vraiment rien, c'est rien autour? Si, déjà physiquement, il y a beaucoup de contraintes physiques dans le ski, c'est aussi d'où la charge d'entraînement qui est si importante, c'est que physiquement c'est très dur, c'est pas un effort très long mais c'est très intense, on va dire cardiaquement, c'est pas, si ça monte très très haut, mais après c'est plus les muscles qui se tétanisent, le cœur qui bat vite, des fois on a même un peu sur les courses très difficiles physiquement, la vision qui se trouble un peu sur les fins de manche, donc faut savoir gérer tout ça. Il y a beaucoup au final de facteurs physiques et émotionnels qu'il faut gérer dans une descente, ouais. Là tu dis la vue qui se trouble, des fois tu vois plus rien? Non, mais on a un peu comme s'il y avait un voile un peu devant les yeux. Après, ça dépend des endroits, mais si ça finit un peu dans l'ombre, dans une forêt, des fois, on voit plus grand-chose et on a un peu l'impression que la lumière, que la luminosité, tout doucement, elle descend, et dès qu'on s'arrête, on reprend notre souffle et on fait en fait, non, en fait, c'était plutôt clair. C'est juste que j'étais cuit, quoi. C'est juste ça, en fait. C'est juste... J'étais c'est cuit. bon, stop. Ouais, c'est bon. Ok, merci. Un petit mot pour les chamoniards et les chamoniardes qui nous écoutent et qui auraient vraiment, on le sait, voulu donner toute leur voix pour te supporter ce week-end. Moi, j'invite les gens à aller voir la course quand même dimanche, parce qu'il y a quand même le slalom, même si je sais que c'est pas de la descente. On est tous déçus de pas avoir la descente aux ouches, mais il y a quand même ce slalom qui est là, et je pense que c'est important que les gens répondent présents et aillent voir cette belle course, parce qu'on a quand même des Français qui vont vite, ouais. Merci beaucoup Blaise. Merci. Et puis à bientôt peut-être sur Globule Radio. Bientôt.